Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 11 décembre. Premier bilan d'une enquête de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ESB, pour les catégories étudiées. On a relevé un taux de 2 bêtes malades pour 1000. À minima, à l'arraché, mais un accord quand même, annoncé avant l'aube ce matin à Nice entre les 15 États de l'Union européenne, ouvrant la voie à un élargissement vers les pays de l'Est. Jean Tibéri de plus en plus seul au Conseil de Paris. Une trentaine d'adjoints fidèles à Philippe Séguin refusent de voter le budget du maire et abandonnent leur délégation. Il y a un an, le capitaine du pétrolier Erika envoyait un premier message aux autorités maritimes avant de faire naufrage. Quelques heures plus tard, à nos envoyés spéciaux en Inde, le capitaine reconnaît ses erreurs. Cinéma avec le nouveau film du japonais Kitano, Aniki mon frère, sorti mercredi prochain. Alors c'est le premier bilan de l'enquête de dépistage de l'ESB, lancée en juin dernier, une enquête qui a porté sur 15 000 animaux, dont 32 ont été révélés positifs. À titre de précaution, tous les bovins accidentés, soit 25 000 par an, seront retirés de la chaîne alimentaire. Explication Jean-Bernard Schmitt et Pascal Caron. C'est une annonce dont on se serait bien passé dans ce petit village des Deux-Sèvres. Le 130e cas français de vaches folles depuis le début de l'année y a été repéré la semaine dernière. Le reste du troupeau a été abattu aujourd'hui. Un nouveau cas qui vient étrangement conforter les résultats des 15 000 premiers tests de dépistage menés en France. Selon eux, il y aurait plus de 2 bovins malades sur 1000 animaux testés, un chiffre qui confirme les prévisions les plus pessimistes. L'étude a été réalisée dans l'ouest de la France, région réputée à haut risque. Autre facteur aggravant, le dépistage a été effectué sur des animaux trouvés morts ou abattus d'urgence. Il confirme qu'il existe 3 années noires pour les bêtes. Les bovins nés en 93, 94 et 95 sont les plus touchés avec respectivement 40, 72 et 47 cas. Pourtant, pour les autorités sanitaires, pas question de tirer des conclusions hâtives. La seule décision concrète concerne les animaux accidentés. Nous avons souhaité que ces animaux, dans un premier temps, fassent l'objet d'un test systématique rapide avant d'être abattus. Et nous souhaitons maintenant que ces animaux soient traités comme les animaux malades, c'est-à-dire qu'ils restent sur les exploitations, soient euthanasiés sur les exploitations et n'entrent plus dans la chaîne alimentaire. Car les animaux qui se blessent tout seuls sont plus faibles et donc éventuellement malades. Et ce ne sont pas les seuls à être rentrés abusivement dans la chaîne alimentaire. L'étude met l'accent sur un probable défaut du système classique de surveillance qui aurait laissé passer trop de bêtes contaminées. Les scientifiques attendent désormais pour se prononcer la poursuite du programme jusqu'à 40 000 tests. Le dépistage devrait être terminé au printemps prochain. Et les éleveurs poursuivent leur manifestation pour réclamer de nouvelles aides de l'État. Ce fut le cas ce matin sur le marché aux bestiaux de Rabastens de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Et puis cet après-midi, 200 agriculteurs ont entrepris de contrôler les marchandises d'un entrepôt frigorifique de Steenvoorde, près de la frontière belge. Plusieurs palettes de viande d'importation avaient des dates limites de consommation dépassées et parfois de plus de 2 ans. Ces agriculteurs protestent contre ces viandes importées qui font, disent-ils, chuter les cours des prix en France. En Ille-et-Vilaine, à Laillé, près de Rennes, Olivier Sioux et Gabriel Camilla sont allés interroger des éleveurs après l'annonce de ce premier bilan des tests révélant ces encéphalopathies spongiformes bovines. Ces vaches, Pascal Hervé ne leur donne depuis longtemps que de l'aliment naturel et de l'herbe. Il n'est donc pas inquiet d'éventuels cas de ESB dans son cheptel et pas davantage surpris des premiers résultats de la campagne de test. Moi je pense que c'est normal qu'on en trouve puisqu'on cherchait effectivement à éprouver les tests et donc c'est normal qu'on trouve des animaux positifs. Bon, c'est vrai que nous ce qu'on demande de toute façon et ce qu'on attend c'est surtout que ces dépistages se fassent sur l'ensemble des animaux qui passent aujourd'hui dans la chaîne alimentaire. C'est absolument indispensable. Mais pour ce militant de la Confédération paysanne, les tests agissent aussi comme un révélateur de dérives qui se seraient produites après l'interdiction des farines pour bovins. Des enquêtes judiciaires sont en cours, mais elles semblent aujourd'hui au point mort. Apparemment, il y a certains juges ou certains procureurs n'ont pas les documents qui leur sont nécessaires pour mener à bien les enquêtes. Je crois que c'est important de bien déterminer où est-ce que les farines, comment est-ce qu'elles ont été importées, qui les a importées et qui couvre les gens en fait qui ont fait du trafic de farine animale. Du côté de la FNSEA, dont les dirigeants régionaux étaient réunis aujourd'hui à Rennes, on redoute surtout les conséquences de cette campagne de test pour l'image de la filière, en particulier en Bretagne. Les tests aujourd'hui ont été faits surtout, je dirais, dans l'ouest de la France,
Il ne faudrait pas non plus qu'on mette à mal l'image aussi de l'élevage du Grand Ouest au niveau national. D'où on aurait souhaité que les tests soient faits sur l'ensemble du territoire national, ce qui va sans doute être généralisé dans les temps qui viennent. Mais pour l'instant, on risque, nous, de recevoir encore une image très négative sur l'élevage du Grand Ouest français. Du coup, la FNSEA annonce une grande campagne en faveur de la traçabilité du bœuf. Confédération ou FNSEA, tous les éleveurs partagent en tout cas la même inquiétude que ces résultats prévisibles pourtant ne relancent dans l'opinion la psychose de la vache folle. Bon ou mauvais accord, un verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est, selon les points de vue, un résultat convenable ou décevant pour le sommet de l'Union européenne de Nice. Les 15 États ont donné naissance à un nouveau traité européen prévoyant un élargissement vers les pays de l'Est. Cet avenir de l'Union européenne a nécessité des arrangements très délicats pour que chaque pays membre soit équitablement représenté à la Commission de Bruxelles et au Parlement de Strasbourg. Commentaire Jean-Marc Idouz. Pas de remède de cheval pour doter l'Europe d'aujourd'hui à 15 comme celle de demain à 27 d'institutions moins rigides. Le traité de Nice aura dû prescrire des doses homéopathiques. Commission européenne, pour alléger l'organe exécutif, plus qu'un seul commissaire par pays, 15 aujourd'hui, 27 demain, les 5 plus grands Européens ont accepté de renoncer à leur deuxième représentant. Au Conseil des ministres, en revanche, rééquilibrage au profit des grands États pour réduire la surreprésentation des pays peu peuplés dans l'Europe de demain. Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni voient le nombre de leurs voix passer de 10 à 29. L'Espagne en aura 27, comme demain la Pologne. Pour les décisions qui désormais ne seront plus prises à l'unanimité mais à la majorité qualifiée, les grands pays pourront demander qu'elles correspondent au moins à 62% de la population totale de l'Europe. Pas de précipitation dans les domaines qu'ils considèrent comme sensibles. Les grands pays ont réussi à se préserver un droit de veto. La Grande-Bretagne en matière sociale et fiscale, la France au nom de l'exception culturelle, l'Allemagne sur le contrôle de son immigration. Au Parlement, d'une Europe à 27, le nombre de députés sera plafonné à 728. Avec 80 millions d'habitants, l'Allemagne conserve ses 99 députés. Mais la France, population oblige, en perd 15, avec désormais 72 parlementaires seulement. Les petits pays, parfois à l'origine de l'aventure européenne, comme la Belgique, quittent Nice avec le sentiment d'avoir été bousculés. Le seul concert de louanges viendra des 13 pays candidats qui, de la Pologne à la Lettonie, ont applaudi le difficile compromis de Nice. L'accord niçois s'est donc fait à l'arraché. Ce n'est que peu après 4 heures du matin que Jacques Chirac et Lionel Jospin ont pu donner leurs analyses, reflétant une cohabitation presque parfaite. Récit de ces dernières heures niçoises pour les Européens avec Alban Mikosi, Didier Rancoeur. Au moment de quitter Nice, à 5 heures du matin passé, Jacques Chirac et Lionel Jospin offrent ostensiblement l'image d'un exécutif uni et soulagé par l'accord signé. Soulagé car la nuit fut agitée et interminable. Nice restera comme le sommet le plus long de l'histoire de la construction européenne. Il faut dire qu'on est passé tout près d'un échec. À 22h45, hier, le Portugal et la Belgique mènent la fronde des petits pays qui refusent de valider la nouvelle répartition des voix proposée par la France. Le blocage est patent, on négocie même sur la terrasse. Le moment est difficile, dira plus tard le chef de l'État. Il faudra que les méthodes de travail changent. C'est pas normal de terminer à 5 heures du matin. Finalement, au bout de la nuit, les délégations réapparaissent avec à la main le document tant attendu. On revient alors de loin. La présidence française ne cherche même pas à cacher son soulagement. J'entends parfois certains dire « Ah, on n'a pas suffisamment d'ambition, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela ». Mais faire l'Europe, c'est naturellement obtenir d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, en liaison avec la Commission, des progrès. Mais c'est aussi faire ratifier ces progrès par les populations. Si vous mesurez ce qu'aurait été un échec, à ce moment, vous pouvez aussi apprécier l'importance de ce qui vient d'être décidé, même si on peut les uns et les autres se fixer naturellement des objectifs plus ambitieux. Une volonté contrée par exemple par les Britanniques qui n'ont fait aucune concession sur la politique sociale. Ce fut donc un sommet laborieux dans tous les sens du terme, avec un traité que le chef de l'État ira dès demain défendre devant le Parlement européen de Strasbourg.
Les pays candidats à l'entrée dans l'Union se sont réjouis, notamment la Hongrie et la Pologne, mais en France, les réactions politiques, hormis celles du RPR et du Parti socialiste, soulignent surtout un manque d'ambition. Pour les Verts, c'est un sommet de l'inutile, et pour Jean-Marie Le Pen, celui de la capitulation française. Reportage Thomas Dandois. Ce sommet de Nice devait être le point d'orgue de la présidence française de l'Union européenne. Mais cet accord, signé à la dernière minute, est loin de faire l'unanimité. Le Parti socialiste et le RPR sont bien seuls aujourd'hui pour saluer le bon travail des élèves Chirac et Jospin. Je crois qu'on est projeté vers l'avenir. Il y avait un risque de blocage. Vous savez, le gouvernement avait dit, le chef de l'État aussi, plutôt pas d'accord du tout qu'un mauvais accord. Il y a un accord aujourd'hui, et c'est parce que cet accord est bon, même s'il ne résout pas toutes les questions, il permet d'avancer. Je dirais que le sommet de Nice est un succès pour la présidence française, n'en déplaise à ceux qui prédisaient un échec. Et je crois que tous les acteurs doivent en être remerciés. Le président de la République en premier lieu, mais aussi le Premier ministre et les ministres qui ont été directement concernés. En revanche, pour les autres, à droite comme à gauche, les critiques fuient. Le bilan est jugé insuffisant. Hélas, par manque de vision, par manque d'ambition, par manque de souffle, parce qu'on n'a pas posé les bonnes questions, ce sommet se termine sur un compromis rikiki. L'accord se fait sur les concessions que chacun a pu faire. Je crois qu'on aurait été beaucoup plus fort et on en serait sorti avec une ambition plus grande s'il s'était agi au contraire de mettre en commun des atouts et de mettre en commun des objectifs et de trouver les moyens de les réaliser. En somme, présidence française ou pas, chacun se détermine surtout par rapport à sa propre vision de l'Europe. Et il n'y a pas plus de consensus dans la classe politique française qu'au sommet de Nice. C'est vers l'Europe et ses représentants au Parlement de Strasbourg qu'une partie du peuple tzigane se tourne depuis plusieurs semaines. Des tziganes venus de Hongrie qui se sont réfugiés à Strasbourg. Ils s'estiment persécutés et victimes de discrimination. Ils attendent de la France un asile politique et de l'Europe une reconnaissance de leurs droits. Voyez le reportage d'Agnès Gardet et Diane Richard. Allez, debout là-dedans. Réveillez-vous les enfants. Leurs nuits n'ont jamais été aussi sereines. Leur sommeil aussi lourd. Faut dire qu'ils reviennent de loin. De Hongrie. Un pays où, disent-ils, il ne fait pas bon être tzigane. Ils ont brûlé nos maisons, ils nous agressaient physiquement. C'est pour ça qu'on est parti, parce que tous les jours on est humilié. Pas le droit d'entrer dans les magasins, c'est comme l'école, elle est interdite pour nos enfants. Et les voilà après la fuite, dans cette maison où ils se sentent en sécurité. Un ancien bâtiment municipal prêté par la ville de Strasbourg. Voilà 4 mois qu'ils y sont à l'abri. Arrivés sans bagages ni papiers, ils demandent l'asile politique au nom des persécutions subies dans leur pays. On avait affaire au tout début à des gens qui étaient paniqués et donc qui étaient terrorisés la nuit. Et la nuit, on était présents au tout début et les enfants avaient mal au ventre et les parents avaient peur. Et donc cette panique s'est dissipée grâce à notre modeste présence. Leur vie est-elle menacée là d'où ils viennent? C'est à cette question que doit répondre l'OFPRA, l'Office français des réfugiés. Si oui, l'asile leur sera accordé. En attendant, les journées s'étirent, interminables. Oui, c'est vrai, on n'a pas d'argent, on n'a pas de travail. Mais au moins ici, on est en paix. Ce jour-là, au milieu d'une session parlementaire, une poignée de députés européens sont venus saluer les 60 tziganes. Et surtout, prêcher la bonne parole. Nous n'avons pas été élus pour fabriquer l'Europe des marchés et que pour parler de l'euro. Nous sommes là aussi pour dire attention aujourd'hui, danger. Il y a des familles dont leurs maisons ont été brûlées, des familles qui ont été mises à la porte de chez eux, qui ont été obligées de fuir, qui arrivent chez nous et nous ne pouvons pas aujourd'hui les traiter comme des moins que rien. La Hongrie veut adhérer à l'Union européenne. Elle s'y est engagée avec zèle. Mais le cas de ces Roms qui ont préféré l'exil rappelle que ce pays n'a toujours pas réglé le problème de ses minorités. Nouvelle réunion sur l'avenir des régimes de retraite complémentaires entre syndicats et patronat. Il est prévu que la négociation s'achève le 21 décembre prochain. Pour sauvegarder les actuels régimes de retraite, le MEDEF comme la CFDT ont fait des propositions qui ont parfois heurté les autres partenaires. Explication avec Nathalie Moisan et Vincent Ferreira. Françoise laisserait bien sa place à des plus jeunes. Elle vend des vêtements depuis tellement longtemps. Ses enfants sont grands et elle a cotisé plus de 160 trimestres comme le veut la loi.
Pourtant impossible aujourd'hui pour elle de prendre sa retraite. J'ai commencé à travailler à 17 ans malgré mes enfants, j'ai toujours travaillé. Donc je suis arrivée à 55 ans avec un nombre de trimestres suffisant pour prendre ma retraite. Mais la loi actuellement ne m'autorise pas à la prendre à un taux correct. En France, tout salarié doit cotiser pendant 40 ans pour avoir une retraite pleine et jusqu'à 60 ans. Comme notre vendeuse, 300 000 personnes auraient suffisamment cotisé cette année pour s'arrêter avant. La CFDT propose de leur donner une retraite à taux plein. Ce salarié, lorsqu'il est retraité, a une espérance de vie plus faible que la moyenne. Donc ce n'est que normal, ce n'est que justice qu'un salarié, lorsqu'il a atteint ses 40 années de cotisation, s'il le désire, si notamment il est fatigué, il puisse partir en retraite. Fini alors l'âge légal de la retraite à 60 ans. Chiche, dit le patronat, qui propose d'allonger la durée de cotisation, notamment pour tous ceux qui ont commencé à travailler tard. Dans tous les pays d'Europe, sans exception, c'est fait. C'est pas à faire, c'est fait. Il n'y a plus que la France qui ne se soit pas réformée de ce point de vue-là. Et dans un pays comme la Suède, qui est un pays très social, eh bien, on parle maintenant de 67 ans. Donc nous n'en sommes pas là, nous disons 65, peut-être en 2023. Mais pour Force ouvrière ou la CGT, la retraite à 60 ans doit être préservée. D'autant qu'aujourd'hui, 6 salariés sur 10 ont quitté l'entreprise avant 60 ans, parfois volontairement, souvent contraints et forcés. Un spectacle politique inédit au Conseil de Paris. Une bonne vingtaine d'adjoints au maire devenus fidèles de Philippe Séguin ont rendu leur délégation à Jean Tibéry. Celui-ci refusait de reporter l'examen de projet de budget pour 2001 au lendemain des élections municipales. Pour Jean Tibéry, c'est un putsch et pour les socialistes, c'est désolant. Reportage Laurent Hakim et Philippe Deslandes. À la mairie de Paris, le matin, on déballe ses amertumes en séance. L'après-midi, on remballe ses affaires dans des cartons. Les élus séguinistes de l'hôtel de ville ont décidé de mener la vie dure à Jean Tibéry, alors une poignée d'adjoints a rendu son tablier. Je crois que c'est un peu plus d'une vingtaine. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire, vous? On va répartir la délégation, c'est pas une difficulté. La ville continuera à tourner, vous savez. Pour une fois, et malgré cette crise, un seul homme s'est permis ce matin de voler la vedette à Jean Tibéry. C'est Michel Roussin, mis en examen dans l'affaire des marchés publics d'Île-de-France. L'élu chiracien est alors très entouré, à droite comme à gauche. Pendant ce temps, les séguinistes demandent qu'on reporte le vote du budget, histoire d'empêcher le maire d'utiliser la baisse des impôts comme argument électoral. À l'heure de la pause, la droite se déchire en public. C'est la majorité qui ne reconnaît plus aujourd'hui l'autorité du maire, car il s'est mis, naturellement, en position de candidat et il essaye d'utiliser le Conseil de Paris comme une tribune électorale. Je ne comprends pas tout d'un coup qu'il y ait en réalité, il faut bien appeler les choses par leur nom, une espèce d'opération politique venue d'ailleurs. Et pour ce qui est de l'ailleurs, Jean Tibéry a sa petite idée. C'est une manœuvre politicienne qui résulte d'un ordre, écoutez-moi bien, d'un ordre donné par quelqu'un de l'extérieur, M. Séguin, qui n'est pas élu parisien, et ils obéissent au doigt à l'œil. Tout ça et ça, c'est navrant. Alors une fois encore, les socialistes en campagne pour décrocher la capitale n'ont plus qu'à compter les points. Cette droite qui est obsédée par les enjeux de pouvoir, par la tactique de court terme, politicienne, est en train de faire beaucoup de mal à Paris. Le dernier budget Tibéry sera mis au vote demain matin. Il y a de fortes chances qu'il soit rejeté. Et quel qu'il soit, le nouveau maire de Paris, élu en mars, aura toutes les peines du monde à boucler son budget avant le 15 avril, comme le veut la loi. À Lyon, l'un des candidats potentiels à la succession de Raymond Barre, le député Henri Chabert, comparaissait cet après-midi devant le tribunal correctionnel aux côtés de 9 autres prévenus pour recel d'abus de biens sociaux. Compte rendu d'audience Didier Guyot et Thierry Monnier. Très serein, très déterminé, j'ai beaucoup de peine bien sûr, mais j'aurai l'occasion de vous en parler peut-être cet après-midi, en fin d'après-midi. Il y a encore un an, Henri Chabert était donné comme le favori des Lyonnais. Il caracolait dans les sondages. Le fauteuil de maire lui semblait tout destiné. Aujourd'hui, 4 mois avant les municipales, le voici jugé pour recel d'abus de biens sociaux. Le candidat Chabert ne peut pas faire campagne. Au cœur de ses ennuis judiciaires, sa résidence secondaire dans la Drôme. Une maison rénovée pour 400 000 francs en 1993 par la société Billon. Des travaux sous-facturés, selon certains experts, qui estiment le vrai montant à quelque 1 111 000 francs, plus de 700 000 francs de différence. J'estime que tous les hommes politiques doivent d'ailleurs passer par ce même crime. Je regrette d'ailleurs que certains, d'une certaine façon, n'y passent pas, mais peu importe. Donc c'est logique qu'on y passe. Je regrette en revanche, et je déplore que le calendrier, en revanche judiciaire, vienne se superposer un peu trop près du calendrier électoral.
Au départ de l'affaire, 3 lettres anonymes. Un coup bas politique, dira Henri Chabert. Des lettres qui parlaient des travaux de sa maison, mais aussi de l'association Forum Européen qu'il présidait. De généreux donateurs, dont la société Billon l'aidait à fonctionner. Or, à l'époque, Henri Chabert était adjoint à l'urbanisme. Pour la justice, cette association était un lieu d'influence entre amis entrepreneurs, une accusation que réfute la défense. Au départ, on pense qu'il y a une véritable machine à faire de l'argent public au détriment donc du contribuable. C'est à partir de là que l'on enquête, et c'est dans cette optique-là que l'on enquête. On se rend compte, après des mois d'enquête, après des procès-verbaux par dizaines et par centaines, qu'il n'y a jamais rien eu et qu'il n'y avait rien à chercher de ce côté-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le héron de la fable. Mais dans le dossier, quelques interrogations tout de même sur la générosité des entrepreneurs. Était-ce vraiment par amitié ou pour d'éventuelles contreparties ? Et ce matin, dans cette même ville de Lyon, le maire, M. Raymond Barre, avait à ses côtés le ministre Jack Lang pour inaugurer la nouvelle École normale supérieure de lettres et sciences humaines. Un chantier qui a été jugé pharaonique par une centaine d'étudiants qui ont protesté contre le dysfonctionnement de cette école à l'occasion de son inauguration. Aux États-Unis, à Washington, les 9 juges de la Cour suprême fédérale ont entendu les avocats des démocrates et des républicains à propos du décompte des voix en Floride. L'enjeu est majeur, selon que le décompte soit poursuivi ou définitivement arrêté. Autour du bâtiment de la Cour suprême, la tension était donc très perceptible, 34 jours après les élections. Correspondance Étienne Lénart avec Aaron Diamond. D'une certaine manière, la patience des Américains et la confiance qu'ils manifestent dans leurs institutions sont assez admirables. Voilà 34 jours qu'ils attendent de savoir qui les dirigera pour 4 ans. Et ce matin, pendant cette audience cruciale, ils continuaient de s'époumoner. Ce qui est en jeu est clair, le droit de chaque électeur à voir son vote pris en compte. Mais selon que l'on est supporter de George Bush ou d'Al Gore, on ne voit pas forcément les choses de la même façon. Même les votes litigieux, pour moi, chaque vote compte. Un vote, c'est un vote. Et c'est au peuple dans cette démocratie de choisir son président. Les bulletins litigieux ne sont pas comptés dans certains États. Alors pourquoi les compter en Floride? Je veux bien qu'on compte tous les votes, mais comptons les oranges avec les oranges, pas les oranges avec les pommes. Même au sein de la Cour suprême, les 9 sages sont très divisés. Nommés à vie par des présidents en exercice, ils ont forcément une étiquette politique, plus ou moins républicain, plus ou moins démocrate, qu'en théorie toutefois ils ne doivent pas afficher. Mais en la matière, cette saga électorale est devenue si sensible que si leur décision est prise à une courte majorité, ils seront inévitablement accusés d'esprit partisan. Oyez, oyez, oyez. Une nouvelle fois, on a fait preuve de transparence en rendant public l'enregistrement sonore des débats, avec à la clé un verdict sans appel qui pourrait être rendu dès ce soir. Quelle que soit la majorité par laquelle sera prise cette décision, si la Cour suprême décide que ce décompte manuel doit reprendre en Floride, eh bien on entre dans une nouvelle phase d'incertitude. En revanche, si elle décide que le dépouillement manuel ne peut reprendre, eh bien George Bush, le républicain, aura définitivement sans doute course gagnée. À Santiago du Chili, la Cour d'appel vient d'annuler l'inculpation et l'assignation à résidence du général Pinochet, désavouant ainsi le juge d'instruction Juan Guzman, qui avait estimé que l'ancien dictateur était bien le commanditaire d'enlèvement et d'exécution sommaire perpétrés en 1973. Nelson Mandela à Paris, l'ancien président sud-africain a reçu un accueil enthousiaste de la promotion de l'ENA, qui porte son nom. Mais auparavant, M. Mandela avait été reçu par Jacques Chirac et Lionel Jospin. On le voit ici arriver à Matignon. Il était venu leur demander leur soutien pour le programme de reconstruction du Burundi. 3 milliards de francs, c'est le coût provisoire de la catastrophe de l'Erika. Le chiffre a été donné 1 an après le naufrage du pétrolier. C'était le 12 décembre 1999. Mais dès le 11 décembre, le capitaine de l'Erika, l'Indien Karun Mathur, adressait un message aux autorités maritimes et à son armateur. Message contradictoire. Ces erreurs, le capitaine les reconnaît pour la première fois dans un entretien qu'il vient d'accorder à Patrick Fandiot et Frédéric Faure, chez lui, à Udaipur, c'est non loin de Delhi. Autour du nouveau-né, presque toute la famille réunie. Celle de Karun Mathur, nouveau papa et ex-capitaine de l'Erika. Ce soir-là, on fête la puja, une bénédiction hindoue pour les 6 jours de son second enfant. Je suis vraiment très heureux d'avoir une fille. Maintenant, on a une famille complète. Ses proches le savent. C'est sans doute la meilleure chose qui lui soit arrivée cette année, depuis son retour au pays en février. Un retour à Udaipur, dans l'état du Rajasthan, au nord de l'Inde.
On y vient en général pour admirer le faste des palais des derniers Maharajas, ou encore goûter au charme de l'Inde traditionnelle. Loin, très loin de l'Erika. Le capitaine s'est réfugié ici pour tout oublier. Le naufrage, le juge, la prison, ses cauchemars. 1 an après, le traumatisme est passé. À notre demande, Karun Mathur s'est replongé dans ses souvenirs. Vous nous expliquez par exemple pourquoi il avait annulé son message de détresse. Il plaide l'erreur. Je n'ai pas réalisé que la structure du bateau était si faible. Je pensais qu'elle était suffisamment résistante pour arriver jusqu'au port. Vous n'avez pas pensé qu'il y avait un trou dans la coque à ce moment-là? À ce moment-là, non, je n'ai pas réalisé que c'était si grave. Erreur d'appréciation ou mensonge délibéré aux autorités maritimes. Dans ce téléx adressé à 14h34 au Cross Etel, le capitaine se veut rassurant. J'examine encore la situation. Je ne veux pas d'assistance immédiate. Mais dans la foulée, c'est un tout autre message qu'il envoie à 14h42, à peine 8 minutes plus tard. Cette fois, à ses employeurs italiens, Panship. Je vois du fioul qui s'échappe dans la mer. Il y a plusieurs fissures sur le pont principal. Des informations qu'il confirme aujourd'hui. Vous avez vu à 14h34 du fioul s'échapper de l'Erika. Oui, effectivement, j'ai vu un filet de pétrole. Mais quand le bateau s'est redressé, le pétrole avait disparu. Vous savez, quand on est près des côtes, on doit prévenir les autorités. Mais là, on était trop loin des côtes françaises à ce moment-là. Donc, évidemment, je n'ai pas informé les autorités. Le capitaine n'a pas voulu que l'Erika se fasse toper ou remorquer au large. Il n'a pas voulu ou n'a pas osé prendre cette décision qui aurait coûté cher à son armateur. Il n'informera les autorités que vers 21h. 7 heures ont été perdues. 7 heures pendant lesquelles il fait route vers les côtes avec sa cargaison en fuite. Ce qui lui vaut sa mise en examen pour pollution marine. Au chômage depuis 1 an, Karun Mathur ne se sent pas responsable. S'il naviguait sur un vieux pétrolier usé, c'est parce que, dit-il, en tant qu'officier indien, on n'a pas toujours le choix. Vous savez, chaque armateur s'arrange pour que le bateau navigue le plus longtemps possible. Les équipages des pays riches ne veulent pas naviguer sur des vieux bateaux, alors ils viennent les chercher ici, en Inde. Si un jour il y avait un procès en France, il a déjà prévenu, il ne se déplacera pas. Il préfère attendre ici des jours meilleurs. Voilà, puis je vous signale un numéro spécial de l'Oiseau Magazine, un hors-série, Marée Noire, 1 an après, publié par la Ligue pour la protection des oiseaux, qui raconte le travail des bénévoles pour sauver des milliers d'oiseaux victimes de l'Erika. Un très grave accident d'autobus à Morne-à-l'Eau, c'est non loin de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. L'autobus a été heurté par un poids lourd. Il y a 9 morts, dont 3 enfants, et puis 19 blessés. Forte émotion sur place. Monsieur Jospin a également tenu à exprimer sa grande émotion aux familles des victimes. Ouverture ce matin devant le tribunal correctionnel de Bordeaux du procès intenté aux sociétés exploitant les silos de Blaye en Gironde. Le 20 août 1997, ces silos avaient explosé faisant 11 morts. C'est la sécurité de ces installations qui est maintenant mise en cause. Commentaire Dorothée Cochard. Une fois l'incendie éteint, les fumées dispersées, voilà ce qu'il restait du silo à céréales. 11 personnes sont mortes sous les décombres. C'était il y a 3 ans et demi. Aujourd'hui, avec le procès, on se pose la question des responsabilités. Et tout d'abord, l'emplacement des bureaux au pied du silo. Autrement dit, beaucoup trop près. Maman plaisantait avec les collègues du bureau le jour où il y a eu l'accident en disant « Tiens, un jour on le prendra sur la gueule ». Elle plaisantait, mais elle plaisantait quand même, mais elle le disait. Autre débat d'ordre technique, celui-là. Il faut savoir que lorsqu'elle est en suspension, la poussière des silos peut être aussi explosive que le butane ou le kérosène. Une seule étincelle, et voilà ce qui se produit. D'où cette interrogation, l'explosion était-elle due ou pas à un ventilateur défaillant? Autrement dit, les dirigeants ont-ils été négligents? Si j'avais vu des négligences, de réelles négligences de la part de la direction locale, j'aurais depuis bien longtemps demandé à Roger Capella de quitter la société. Il sera d'autant plus difficile de savoir la raison précise de l'explosion que le ventilateur, le moteur, la réserve à poussière, tout a été détruit. Le tribunal a 1 semaine pour juger.
À Bassins, en Gironde, ce matin, des militants de Greenpeace ont empêché le déchargement d'une cargaison de soja présumée transgénique. 2 des cales de ce céréalier ont cependant été vidées, car, document à l'appui, le soja n'était pas génétiquement modifié. Le céréalier contenait quand même 10 000 tonnes de soja OGM réservé à l'alimentation animale. L'entreprise importatrice se serait engagée, c'est ce que dit Greenpeace, à ne plus utiliser ce type de soja dans son usine de Bordeaux. Pour avoir frappé un directeur d'école, un père de famille a été condamné à 10 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Colmar. Cet homme, dont le casier judiciaire par ailleurs comporte déjà plusieurs condamnations pour violence, avait frappé vendredi dernier le directeur de l'école où son fils venait d'être réprimandé. Et puis en Italie, le champion cycliste Marco Pantani vient d'être condamné à 3 mois de prison avec sursis pour fraude sportive, condamnation par le tribunal de Forlì dans le nord de l'Italie. Du sport, du football, nouveau changement à la tête de la première division. Nantes ayant été battu hier après-midi à Marseille, Bordeaux hier soir en a profité grâce à sa victoire 2-1 sur Saint-Etienne, grâce notamment à l'opportunisme, ça c'est le premier but de Saint-Etienne, l'opportunisme de l'avant-centre bordelais Paoletta. Nantes jouera son match en retard mercredi à Bastia. Voilà le but de Paoletta. Avant la fin de l'année, on décerne des prix. Celui du club de football du siècle est allé au Real de Madrid. Mais pour le joueur du siècle, il y a eu un peu embrouille. D'abord, sur Internet, Maradona a été couronné, malgré ses frasques. La Fédération internationale a ensuite un peu corrigé cela en attribuant un autre prix à Pelé. Et puis le joueur de l'année, c'est Zidane. Commentaire Christelle Bertrand. Le football est à son tour touché par le syndrome à la mode de l'élection compliquée. La Fédération internationale a voulu élire le joueur du siècle. Le roi Pelé a d'abord fait l'unanimité. Le Brésilien, vainqueur de 3 Coupes du Monde, auteur de 1285 buts, a marqué l'histoire du football. En 1958, alors qu'il n'a pas 18 ans, Edson Arantes do Nascimento inscrit 2 buts en finale contre la Suède. Il devient le nouveau héros du Brésil. Mais voilà, ces images ont plus de 40 ans. La FIFA a voulu utiliser les moyens de communication d'aujourd'hui. Les élections ont aussi eu lieu sur Internet. Pelé, inconnu des jeunes internautes, n'a pas gagné. Il y avait une différence énorme entre les résultats d'Internet et par l'autre voie que nous avions choisi, c'est-à-dire par le magazine de la FIFA. Il y avait une différence extraordinaire. Maradona, joueur du siècle sur Internet. Fier d'apprendre la nouvelle, l'Argentin s'est déclaré vainqueur, mettant dans l'embarras les instances internationales, obligé de décerner un 2e trophée au vainqueur de la Coupe du Monde 86. Comparé à Pelé, il n'a marqué que 258 buts, mais ses exploits sont plus récents. Oubliez les nombreuses cures de désintoxication de Maradona, l'internaute est indulgent. Ce soir, la FIFA consacre aussi le Real Madrid. Copa, Di Stefano ou encore Anelka ont porté les célèbres couleurs du club du siècle, qui lui a fait l'unanimité. Voile The Race, en raison de mauvaises conditions météo, le prologue de la course à la voile autour du monde en équipage a été annulé à Monaco. Ce prologue devait avoir lieu vendredi et samedi prochain. Du cinéma, mercredi sur les écrans, vous pourrez apprécier le nouveau film du japonais Kitano intitulé Aniki mon frère. Dans le monde du gangstérisme urbain de Los Angeles, Kitano donne sa version personnelle. Présentation Pascal Deschamps et Frédéric Delarue. Chemise claire, costume sombre, Takeshi Kitano arbore dans la vie la même élégance hors du temps, la même impassibilité énigmatique que les héros de ses films. Flics solitaires, voyous vengeurs, ils sont comme absents à eux-mêmes, samouraïs désespérés qui s'accrochent à leur cause, à leur code d'honneur, comme un naufragé à une bouée de sauvetage. On m'a donné l'ordre de te mettre une balle dans la tête. Ta personne les dérange. Et d'autre part, ils doutent de ma loyauté. Tue-moi. Tais-toi. Nous sommes frères. Avec Aniki, mon frère, il nous entraîne sur les traces d'un yakuza, un mafieux japonais contraint à l'exil aux États-Unis. Il y affrontera une nouvelle mafia, mais il parlera la même langue, celle des armes. Les personnages sont condamnés à une sorte de fatalité. Un yakuza, c'est quelqu'un qui a sans arrêt besoin d'un ennemi pour vivre. Sa vie, c'est la guerre. On va tous mourir. Si je dois mourir, je mourrai. Avec ce film, le réalisateur japonais fait plus que changer de décor.
Il exporte aux États-Unis une autre façon d'aborder la violence au cinéma, comme pour dire aux puissants d'Hollywood, vos dollars, vos effets spéciaux ne m'impressionnent guère. Vous vous souvenez du moment de l'accident de voiture? Mon assistant américain m'a dit « il faut que la voiture parte en zigzag, fasse un ou deux tonneaux ». Je lui ai répondu « la violence doit être froide, sobre. C'est ça la vraie violence ». Impossible intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, entre le passé et l'avenir, Kitano continue de tracer son chemin. Un chemin pavé d'une tendresse pour ses semblables aussi profonde qu'est profond son désespoir. Aniki, mon frère de Kitano, c'est mercredi sur les écrans en France. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux actualités que nous avons développées. Tout d'abord, le premier bilan d'une enquête de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ESB. Pour les catégories étudiées, on a relevé un taux de 2 bêtes malades pour 1000. Et puis il y a un an, le capitaine du pétrolier Erika a envoyé un premier message aux autorités maritimes avant de faire naufrage quelques heures plus tard, le 12 décembre 1999. À nos envoyés spéciaux, il a reconnu ses erreurs, mais ne veut plus revenir en France pour un éventuel procès. La météo, c'est dans quelques instants avec Nathalie Riouet. À 23h10, le magazine Mots croisés, présenté par Arlette Chabot et Alain Duhamel, sur le thème de la délinquance des mineurs, des jeunes victimes de la violence, sur le plateau des parents, des profs, des magistrats et des policiers. Le dernier journal de la rédaction, c'est à minuit 45 avec Jean-Claude Renaud. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Francis Tedjen, qui est le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, à propos de la grève générale des avocats demain. À 13h, vous retrouverez Gérard Rolls. À demain 20h. Bonsoir. Merci.